Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'affaire Basile à Tanganakuna éclabousse un prêtre et provoque un malaise au sein de l'église catholique à tel point que le prêtre présumé impliqué dans l'évasion de l'ex-ministre de l'eau n'a pas célébré la Passion du Christ ce vendredi saint dans sa traditionnelle paroisse située à Yaoundé, précisément à Mokolo. Une absence inhabituelle qui a figé les regards au moment où la communauté chrétienne s'est engagée dans le chemin de croix pour partager les souffrances de Jésus-Christ en ce début de week-end pascal. Le gouvernement, lui aussi, a perdu le sommeil à la suite de ces multiples fuites d'informations confidentielles sur les réseaux sociaux. Le phénomène prend de l'ampleur dans un pays où l'opacité et le secret d'État règnent dans la gestion des affaires publiques. La situation inquiète le gouvernement qui cherche à tout prix à contrôler les autoroutes de l'information. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est une absence fort remarquée ce vendredi saint au sanctuaire Sacré-Cœur de Jésus situé à Mokolo, dans la cité capitale. L'abbé Alain Kodo n'a pas assisté à la célébration de la Passion du Christ dans cette paroisse catholique. Depuis son implication présumée dans l'affaire Basile à Tanganakuna, il n'a plus été aperçu dans cette paroisse. Pourtant, il est l'un des vicaires chargés d'administrer ce sanctuaire Sacré-Cœur de Jésus situé à Mokolo dans la cité capitale. Éclaboussé dans ce scandale, l'Église catholique a-t-elle suspendu ce prêtre? Comment vivent les chrétiens en l'absence de l'un des vicaires de leur paroisse? Élément de réponse dans ce reportage signé Ike Cyril. En ce vendredi saint, le sanctuaire Sacré-Cœur de Jésus de Mokolo à Yaoundé porte le deuil. La statue de la Vierge Marie est couverte, tout comme la croix de Jésus. Le prêtre, quant à lui, est couché la face contre la terre, tandis qu'un son de tam-tam annonce le deuil. Pour célébrer la Passion du Christ, les fidèles du sanctuaire Sacré-Cœur de Mokolo sont rassemblés à l'esplanade de la paroisse. Les prêtres sont là, à l'exception de l'abbé Alain Kodo. Le vice-recteur numéro 1, qui est aussi économe du sanctuaire, est porté disparu depuis son implication présumée dans ce qu'il convient d'appeler affaire Basile à Tanganakuna. Abbé Alain Kodo n'est plus aperçu en paroisse. Il brille désormais par son absence, même à la prière d'adoration qu'il avait pourtant l'habitude de diriger tous les jeudis. Mais le sujet est presque tabou au sanctuaire Sacré-Cœur de Jésus de Mokolo. Qu'il s'agisse des prêtres ou des chrétiens de la paroisse, personne ne veut en parler. L'histoire raconte que les fidèles sont tellement attachés au père recteur du sanctuaire, l'abbé Bikoula, qu'une affaire concernant ses adjoints n'est qu'un non-événement et ne mérite pas que l'on s'y attarde. Toutefois, en espérant que l'abbé Alain Kodo retrouvera la paroisse mais aussi le presbytère, les fidèles du sanctuaire Sacré-Cœur de Jésus de Mokolo à Yaoundé sont concentrés en ce jour de mort du Christ sur la célébration de l'Issiaou, marquée par la danse Essani que l'on exécute qu'en l'honneur de grands hommes. Et Jésus en est le tout premier. Dans la capitale économique du Cameroun, la communauté chrétienne s'est elle aussi engagée sur le chemin de croix
pour partager les souffrances de Jésus-Christ, également acquérir sa foi pour affronter l'adversité du quotidien, ambiance triste, ambiance de méditation avec les fidèles de la paroisse catholique Saint-Esprit de Bépanda Omnisport dans le 5e arrondissement de Douala. Des précisions dans ce reportage de Equa Claude, Mitterrandam et Julienne Berthe-Bissaille. 14 stations pour le chemin de croix. Voilà qui marque le vendredi saint, jour de commémoration de la crucifixion et mort de Jésus-Christ. Comme ceux du monde entier, les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Esprit de Bépanda Omnisport ont massivement répondu présent. Ce matin, c'était harassant à cause du soleil, mais nous avons pu braver le parcours. C'était une marche de pénitence. Nous marchons un peu comme le Christ lui-même l'a fait. Nous nous remémorons donc les souffrances du Christ. Et c'est une partie de la vie vraiment de foi de chaque chrétien, surtout catholique romain. Faire le chemin de croix pour moi était vraiment quelque chose de sacré. Je l'ai expérimenté, c'était par esprit. L'itinéraire, entrecoupé par des prédications, méditations et prières, mène les fidèles des Feux Rouges Bessenguet, puis Carrefour Isès, en passant par École publique, Commissariat Nouvelle Route 7e, entre autres. Ce jour de tristesse et de méditation n'est pas un fait nouveau à l'Église. La tradition du chemin de croix est bien vieille dans l'Église. Elle est scripturairement ancrée. Nous voulons nous rappeler qu'après l'arrestation de Jésus à Gethsémani, c'est le chemin qui l'a conduit sur la croix depuis la maison du gouverneur Ponce Pilate jusqu'à sa crucifixion et sa mise au tombeau. Et c'est ce chemin-là historiquement fait. Sa lecture spirituelle sera toujours la bienvenue. Le peuple réuni en ce jour fait mémoire de ce chemin-là qui a conduit le Christ à la mort puis à la résurrection. Le vendredi saint, jour important dans la vie de tout chrétien, est meublé par diverses activités devant servir à son épanouissement spirituel. À côté du chemin de croix, il y a la célébration de la Passion du Seigneur. Cet après-midi, les fidèles vont revenir pour écouter encore le récit de la Passion selon Saint Jean, qui sera suivi d'une brève homilie selon l'envie du prédicateur. Ensuite, nous passerons aux prières universelles de l'Église avec la communion et la vénération de la croix. Demain samedi, au préparatif du matin, va suivre la veillée pascale. Ici, il va commencer à 20h. C'est la nuit sainte. Saint Augustin l'a appelée la nuit des nuits, celle où le peuple se souvient et célèbre la victoire de la vie sur la mort. La mort de Jésus-Christ, qui est un mystère de la foi, aboutira à sa résurrection le 3e jour, jour de Pâques. Dans quelle ambiance la communauté chrétienne a-t-elle célébré ce vendredi saint, cette passion du Christ à Loum, dans le département du Mungo, aussi bien dans les obédiences catholiques que protestantes? Le message était le même pour les chrétiens, à savoir faire preuve d'humilité et partager les souffrances de Jésus-Christ qui a su affronter toutes les souffrances de la terre pour s'élever auprès du Seigneur dans le ciel. Évocation avec Jacques Molland et Isabelle Carole Zoupet. Les fidèles chrétiens de Loum, dans le département du Mungo, région du littoral, ont marqué une pause dans leurs activités quotidiennes pour commémorer avec le reste du monde le vendredi saint. Cette commémoration religieuse marque le jour de la crucifixion et de la mort de Jésus-Christ. Ces nombreux fidèles ont arpenté les différentes artères de la ville de Loum pour exécuter le traditionnel chemin de croix, signe de leur foi et de leur reconversion. C'est ce qu'explique d'ailleurs avec passion cette fidèle chrétienne. La passion du Christ m'interpelle à la reconversion parce que les actes que je commets chaque jour, c'est ça qui participe à sa souffrance et qui le crucifie sur la croix. En ce jour, l'heure est au recueillement et à la prédication. Pour ces derniers, la passion du Christ apparaît comme un pèlerinage en esprit qui devrait toucher celui qui l'entreprend à l'éloigner davantage du péché.
L'abbé Donatien Fotsi, curé de Loum, a profité de cette occasion pour inviter tout le monde à exercer le pardon au quotidien comme le Christ l'a fait. Jésus meurt au calvaire, mais avant de mourir, il pardonne. Et il nous donne par là une preuve d'amour véritable. Combien de fois refusons-nous de pardonner? Et s'il faut revenir à notre contexte camerounais, je pense qu'il est temps que nous puissions nous regarder dans les yeux et nous pardonner mutuellement. Notons que le vendredi saint fait partie du Triduum pascal qui s'étend du jeudi saint au dimanche de Pâques, jour de résurrection du Christ. Dans le reste de l'actualité, il ne se passe plus un jour sans que des informations confidentielles relevant de l'État ne soient publiées sur les réseaux sociaux. L'ampleur de la fuite inquiète le chef du gouvernement, Philémon Yang, qui a prescrit au ministre des Postes et Télécommunications de renforcer les pouvoirs de l'agence de lutte contre la cybercriminalité afin de traquer les présumés coupables de cette diffusion des informations à caractère confidentiel et classées secrètes sur les réseaux sociaux. Des précisions avec Marcelin Gansop dans ce reportage. Depuis quelques semaines, des documents confidentiels inondent les réseaux sociaux avec une célérité qui laisse plus d'un sans voix. Qu'il s'agisse des interdictions de sortie du territoire, des mandats de dépôt, des circulaires, que des lettres confidentielles, leur divulgation a pris des proportions inquiétantes, au point de faire perdre le sommeil au Premier ministre, chef du gouvernement. Philémon Yang a du mal à comprendre comment des documents à peine signés se retrouvent sur les réseaux sociaux, parfois même avant que leur vrai destinataire n'en prenne connaissance. Le phénomène du copier-coller s'occupe du reste et en un laps de temps, le document est à la disposition de monsieur tout le monde. Tout cela participe de ce que le gouvernement qualifie de criminalité et de délinquance cybernétique. Un fléau bien complexe auquel le ministère des Postes et Télécommunications entend s'attaquer. Interpellé par le Premier ministre, Minette Libom Liliken annonce l'élaboration en cours de la stratégie nationale de cybersécurité. Elle vise entre autres la prévention, le suivi et la surveillance des dérives criminelles observées dans l'utilisation des plateformes numériques. Cette stratégie nationale s'appuie sur 3 piliers, dont l'identification des abonnés, le monitoring des communications électroniques et des conversations dans les réseaux sociaux, puis la promotion de l'utilisation responsable visant à refréner les dérives observées en ligne. Mais le Premier ministre est conscient que les documents confidentiels ne se retrouvent pas sur les réseaux sociaux par hasard. La pratique est l'œuvre de personnes, parfois directement concernées par les dits documents. D'où l'appel à plus de responsabilité et de prise de conscience, lancé en direction des cadres de l'administration qui se livrent à de pareilles divulgations, dont l'opinion s'en abreuve avec délectation. Une chose est de réguler l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'autre est de fermer le circuit qui inonde les réseaux sociaux des documents confidentiels. Un exercice bien difficile. Dans un pays où règne l'opacité et le secret d'État sur la gestion des affaires publiques, le gouvernement ne cache pas sa gêne face à la divulgation des informations institutionnelles sur les réseaux sociaux. L'ampleur du phénomène embarrasse le chef du gouvernement. Il est même décontenancé par cette situation. Le gouvernement qui affiche sa volonté de contrôler à tout prix les autoroutes de l'information, des agents publics présumés lanceurs d'alerte sont même menacés de sanctions disciplinaires. Jusqu'où le gouvernement est-il prêt à aller? Élisée Bogba et Guy Zogo ont scruté cette stratégie nationale de lutte contre la cybercriminalité au Cameroun. Reportage. Au regard du communiqué final qui a sanctionné le conseil de cabinet du 29 mars, les grandes lignes de la stratégie du gouvernement sur la question de la gestion, voire du contrôle des réseaux sociaux apparaissent. En effet, derrière la formule de stratégie nationale de lutte contre la criminalité et la délinquance cybernétique, il n'échappe à personne que le gouvernement se remue les méninges pour arriver à trouver la parade face au vrai péril que constitue désormais l'utilisation des réseaux sociaux au Cameroun. Si, dans le cadre de la crise anglophone, arguant des impératifs de sécurité nationale, Internet est régulièrement coupé, une telle initiative paraît plus complexe à l'échelle nationale pour le gouvernement. Celui-ci, pour l'instant, par la voix du ministre des Postes et Télécommunications,
propose un monitoring, c'est-à-dire le suivi, sinon la surveillance des conversations et autres échanges des données entre internautes. Un tel dispositif, comme c'est le cas par exemple en Chine, nécessite d'importants investissements que le Cameroun n'est pas en mesure de soutenir actuellement. C'est peut-être la raison pour laquelle le Premier ministre, lui, suggère que les prérogatives de l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication, ANTIC, soient renforcées et que le rôle des opérateurs de téléphonie mobile soit davantage accentué. Ce qui est bien peu devant la prépondérance des réseaux sociaux au Cameroun aujourd'hui et dénote finalement une certaine impuissance à arriver à les contrôler. Le risque étant dès lors de voir le gouvernement réduit à user de la solution la plus facile, couper simplement Internet au gré des circonstances. Malgré la controverse des ordinateurs chinois en raison de leur faible performance, la campagne de distribution de ces ordinateurs se poursuit, notamment à l'antenne de la faculté des sciences agronomiques à Ebelova. Là-bas, des étudiants ont posé le problème de la connexion Internet et les autorités ont eu du mal à répondre. Évocation avec Roger Takala et Xavier Sorel-Tésia. C'est le 29 mars 2018 dans la localité de Métikwele, située à environ 5 km de la ville d'Ebelova, que les étudiants de la faculté des sciences agronomiques Antenne d'Ebelova ont eux aussi reçu les ordinateurs tels que promis par le chef de l'État Paul Biya. Malgré la controverse autour des performances de ces appareils chinois, les 540 étudiants récipiendaires ont manifesté une apparente satisfaction. Je suis hyper fier du don de monsieur le chef de l'État Paul Biya de nous avoir remis ces ordinateurs. Je fais un grand merci au chef de l'État, le président Paul Biya, pour ces gestes vraiment très pensés dans cette période où nous devons dans l'ère numérique. L'intégration de cet outil informatique dans la formation universitaire permettrait aux étudiants d'acquérir davantage de connaissances et de compétences selon le doyen de la FASA. Le numérique, c'est aujourd'hui et demain. Sans le numérique, il n'y aura pas moyen de faire quoi que ce soit. Et avec le numérique, on pourra tout. Cette campagne de distribution d'ordinateurs et cette volonté de s'arrimer au numérique sont cependant confrontés à l'inaccessibilité à la connexion Internet dans cette antenne de la FASA à Ebelova. On ne peut pas tout avoir le même jour. Mais le numérique étant ce que c'est, l'Internet étant ce que c'est, je peux vous assurer que c'est une réelle préoccupation pour toute la hiérarchie de l'université de gens pour faire en sorte que le plus tôt possible que ce beau campus soit arrosé, soit connecté. Le ministre de l'Enseignement supérieur avait pourtant promis la construction des boucles numériques dans les universités d'État. Projet loin d'être concrétisé. En attendant, les poches des étudiants doivent en souffrir. Dans l'escale internationale, le président du Botswana s'apprête à démissionner dans le cadre d'une transition politique jugée exemplaire aux yeux de la communauté africaine. Il affirme tourner une page de sa vie politique sans regret ni amertume, malgré les appels incessants à continuer à briguer un troisième mandat présidentiel, pourtant interdit par la constitution de ce pays d'Afrique australe. On fait le point avec Gladys Sidier. C'est un fait historique en Afrique où les dirigeants préfèrent confisquer le pouvoir. L'exemple, une fois de plus, vient du Botswana, où le président sortant Ian Khama, 65 ans, s'est illustré dans ses multiples sorties. Il a très souvent taclé ses homologues du Zimbabwe, Robert Mugabe, de l'Afrique du Sud, Jacob Zuma, ou encore de la RDC, Joseph Kabila, réclamant leur démission. Il quitte le pouvoir après 10 ans, soit 18 mois, avant la fin de son mandat et les élections générales, pour respecter à la lettre la Constitution qui limite à 10 ans le règne de ses chefs d'État. Il a positivement marqué ses compatriotes. Plusieurs ont d'ailleurs organisé des marches pour le convaincre de rester et renoncer à l'idée d'écourter son mandat. Lors de son tour effectué à travers le pays, les Botswanais sont sortis en masse. Certains lui ont même offert des présents, des chants de revoir ont ponctué cet événement rare.
Son départ laisse tout de même un bilan en demi-teinte, un ralentissement économique et une hausse du chômage dans cette république diamantifère. Néanmoins, le pays d'Afrique australe tutoie les classements internationaux pour l'environnement des affaires et surtout pour la lutte contre la corruption. Yann Kama rendra officiellement les clés du pays samedi. Son successeur, l'actuel vice-président, sera investi dimanche. Des publi-reportages dans ce journal, l'interprofession cacao-café affiche son optimisme malgré la chute des prix sur le marché international, célébrant ses 25 ans d'existence. Cette interprofession, le CICC, qui compte poursuivre ses investissements dans la production du cacao et du café de qualité en vue de répondre aux besoins du marché international, engagement réitéré lors de l'Assemblée générale qui s'est tenue du côté de Yaoundé. Reportage. Le CICC a pris peu après ses manques dans les filières. Quelques faits majeurs ont marqué les 25 ans du Conseil interprofessionnel du cacao et du café. D'abord, le temps des réflexions et des projections sur l'avenir. C'était le plat de résistance de la 26e Assemblée générale du CICC. Occasion idoine pour faire le bilan de l'année 2017 et tracer la voie à suivre en 2018. On retient que les perspectives sont bonnes, même si la crise reste menaçante. Nous étions plongés dans une crise profonde liée à une chute drastique des prix du cacao sur le marché international. Une crise qui aurait pu pousser au renoncement, au découragement, à l'abandon. Mais une fois de plus, le quotient intellectuel, le prix de la technostructure du CICC a su tracer la voie à suivre. Même si le CICC a su tenir le bon bout, l'on est conscient qu'il ne faut pas dormir sur ses lauriers, malgré les bons points enregistrés depuis le 3 juin 1993, date de la création effective du CICC. 25 ans, nous avons une devise, innovation, anticipation, action. Nous avons suivi à la lettre cette devise. Maintenant, il ne faut pas dormir sur ses lauriers croyant que tout est fait. Rien n'est jamais fait. Le changement nous impose à nous remettre en cause de manière permanente. Nous devons donc être à tout moment prêts à faire face aux innovations, aux exigences du commerce extérieur. Nous nous apaisantisons sur les mesures à prendre justement pour permettre à nos producteurs, sans lesquels il n'y a ni café ni cacao, à retrouver leurs moyens d'existence, je dirais, normal. L'avenir des filières cacao et café est prometteur. Les clés de l'espoir sont entre de bonnes mains, celles d'une jeunesse motivée et engagée, portée par le programme New Generation du CICC. Déjà 2000 jeunes formés et effectivement impliqués dans la production du cacao et du café. 450 autres sont inscrits au programme de formation en 2018. C'est dire que la relance des filières cacao et café est en marche, à travers le rajeunissement de la force de production et des vergers. Nous remercions vraiment le CICC qui a implémenté ce programme New Generation, qui vient vraiment aider les jeunes, au lieu d'aller encore à l'aventure, comme beaucoup d'entre nous font, vraiment pour nous maintenir sur place et peut-être dans nos perspectives d'avenir, devenir entrepreneurs agricoles professionnels. L'espoir est d'autant plus permis que le Made in Cameroun est de plus en plus demandé sur le marché international. Il revient donc aux différents acteurs de s'investir à fond dans la production d'un cacao haut de gamme et d'un café de qualité. Avec un budget d'environ 2,6 milliards de francs CFA en 2018, le Conseil interprofessionnel du cacao et du café entend jouer toute sa partition afin que les objectifs fixés soient atteints. Après 25 ans, le meilleur est à venir. Vous êtes une femme ambitieuse et entreprenante. Sachez que la Fondation Kadi de Fotso et l'Union camerounaise de brasserie vous offrent des bourses de formation pour améliorer vos compétences managériales et soutenir les femmes engagées dans l'élaboration des plans d'affaires en vue de rentabiliser vos activités génératrices de revenus. Reportage.
Ngwaka Béa Béatrice. Je fais partie de la première cohorte des bénéficiaires du UCB International Women's Scholarships. It's quite delicate to say it is not something for the women, but at this point and at this time, the women have to go into the field where they were not expected to go because the population of the world is increasing and the women are increasing too. So if we have to teach our children how to go about it, then we have to know it. Intensifier la lutte contre les discriminations à l'égard des femmes, renforcer le partenariat pour le développement durable, c'est le thème qui a marqué la 33e édition de la Journée internationale de la femme. Hommage à cette célébration et surtout soucieuse de contribuer à l'émancipation des femmes au Cameroun et encore plus de démontrer sa solidarité en leur faveur, la Fondation Fouatoula Kajide Fosso, en partenariat avec l'Union camerounaise de brasserie UCB, a lancé depuis le 23 février un concours offrant aux femmes la possibilité de gagner des bourses de formation professionnelle. UCB and the Kaji Foundation is giving an opportunity for you to realize our dreams. One of which I've realized, so I think if you venture into this, your dreams could be realized as well as you getting to meet different people with different backgrounds. So I just urge you guys to try your luck, take action in your ideas and see what comes out of it. Thanks to UCB and Kaji Foundation. D'un montant de 30 millions de francs CFA, ces fonds seront repartis entre les candidates âgées de 20 à 45 ans qui se seront démarquées de par leur dossier ou leur projet d'auto-entrepreneuriat. Bonne opportunité pour les femmes parce que déjà il n'est pas évident d'avoir des bourses ici au Cameroun pour faire des formations et surtout quand ces bourses sont spécialement faites pour nous les femmes. Là, ça montre vraiment qu'on donne de la valeur aux femmes de faire tout ce qu'elles peuvent faire. Les femmes sont dans un domaine de l'énergie qui est un domaine porteur de demain, l'énergie renouvelable. C'est vraiment un grand plus pour nous les femmes de pouvoir faire cela et pouvoir montrer aux autres femmes que non, déjà avec UCB, avec cette opportunité que UCB, la Fondation Kaji nous donne, nous pouvons déjà être totalement pratiques sur le cas des énergies renouvelables et pourquoi pas demain être notre propre patron dans nos propres entreprises. Seuls les meilleurs seront sélectionnés, comme ce fut le cas à la première édition en 2017, édition au cours de laquelle une trentaine de jeunes Camerounaises ont bénéficié de cette magnifique opportunité offerte par la Fondation Fouatoula Kajide Fosso. Un projet qui est celui de la pisciculture intégrée à la porciculture, aussi c'est le temps. Là, les appâts, là, nous avons deux appâts dans lesquels nous avons les géniteurs dans l'autre et les laves. Dans les camps, nous avons déjà mis une centaine d'adhérents. Je ne vais cesser d'exprimer ma gratitude vis-à-vis de la Fondation Kajide Fosso et UCB pour ce qu'ils ont fait pour moi. Certes, j'avais déjà ce rêve et un projet bien ficelé, mais grâce à UCB, j'ai pu réaliser. Ce que je peux donner, c'est de croire à ses rêves et de continuer à chercher les moyens et les opportunités pour pouvoir les réaliser. Les candidates seront sélectionnées sous la base de projets touchant des domaines innovateurs dans lesquels elles aimeraient entreprendre ou encore être formées, comme infirmières gérontologues, les secteurs porteurs à l'instar de la mécanique, la menuiserie métallique, le transit, l'hôtellerie, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'élevage, l'agriculture, les énergies renouvelables et l'électricité. Pour faire partie de cette belle aventure, il suffit juste de constituer un CV et de se rendre sur le site de l'entreprise citoyenne UCB, www.sa-ucb.com, de remplir le formulaire et postuler. Avec la Fondation Fouatoula Kajide Fosso, chaque femme doit bâtir son autonomie. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi juste après cette édition du 20h, le plus grand rendez-vous de l'économie, tendance économique qui revient sur la retombée économique de la visite d'État de Paul Biya en Chine, mais aussi les manquements, les opportunités qui peuvent être saisies dans le cadre d'un partenariat stratégique entre la Chine,
le Cameroun et l'Afrique. Merci d'avoir suivi cette édition du 20h. Rendez-vous dans quelques secondes seulement.